Merci Marion. Et en guise de transition des sessions membres supérieurs et des belles communications de ce matin et avant celle de cet après-midi, on va s'intéresser à un sujet auquel on s'intéresse assez peu dans les congrès, qui est la publication scientifique, du moins en tout cas sa méthodologie. C'est un sujet majeur parce que les internes ne sont pas réellement formés à ça, alors qu'on sera tous amenés, ou on a été amenés en tout cas, à faire ces types d'articles, que ce soit dans le cadre d'un mémoire, d'une thèse, ou d'un article de service. Donc, pour nous donner de précieux conseils, on a la chance d'accueillir deux experts. Tout d'abord, le docteur Thaïs Doutravira, qui est directrice scientifique du Centre orthopédique Santi à Lyon, et le professeur Thomas Bauer, chef de service d'Ambroise Paré et vice-président de la SFA. Pour modérer la session, je serai accompagné, mais on a aussi la chance de l'avoir, le docteur Thomas Cucurulo, qui est membre du bureau de la SFA et responsable du programme scientifique, et par le docteur Sylvain Guy, qui est juste à côté de moi et qui est un des nouveaux membres de la SFA Junior. Voilà, bon visionnage à tous et on se voit juste après. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le bureau de SFA Junior et les féliciter pour l'organisation de ces IJJA, et je voudrais les remercier pour leur invitation pour cette présentation sur la méthodologie de la publication, où je vais tâcher de vous donner des clés pour la réussite de la publication et les points très pratiques dans les différentes étapes de la rédaction d'un mémoire, d'une thèse ou d'un article. Alors, d'abord, pourquoi écrire un article? Eh bien, parce que vous n'avez pas le choix. Pour être docteur junior, vous devez avoir votre thèse avant la fin de la 4e année. Les thèses sont écrites sous la forme d'un article, en vue d'une publication évidemment. Vous aurez également certains mémoires de DU, probablement à peu près à la même période, et puis après, l'article pour le DES. Si l'on ajoute à cela, pour certains, le projet professionnel d'une carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire, ou la publication d'un article sur une communication orale que vous auriez faite en congrès, ou simplement par choix personnel, vous voyez que la question de l'écriture d'un article ne se pose pas, elle est omniprésente pendant votre formation. Alors si on regarde un petit peu en arrière, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se passait autrefois? Autrefois, on sortait d'un bureau avec un sujet de mémoire ou de thèse ou autre, avec la certitude de devoir sortir 300 dossiers ou d'appeler 125 patients, mais sans vraiment question évidente. On allait ressortir les dossiers, on allait analyser les données et on verrait bien. En fait, on avait plus de questions que de certitudes. On allait rapidement voir ce que disait la littérature, avec une efficacité assez modérée et surtout un temps consommé assez important. Et puis le moment passionnant était d'aller dans les archives pour aller sortir les dossiers, en tout cas ceux qui n'avaient pas été inondés. Et on était content de pouvoir trouver des dossiers avec des données complètes et exploitables. Mais parfois, il faut bien le dire, c'était assez difficile de transformer un mot du style « va bien, à revoir si problème » en un score fonctionnel complet. Une fois qu'on avait toutes ces données, on appelait un ami qui s'y connaissait un petit peu en statistique et on lui donnait toutes ces données en lui disant « voilà, il faut trouver quelque chose qui soit statistiquement significatif. Débrouille-toi, c'est important. » Mais on ne savait pas vraiment où on allait. Et enfin, l'heure de l'écriture, qui n'était pas non plus simple. On commençait par des pages blanches et des nuits blanches à écrire et réécrire sans savoir exactement où on allait. Et il faut bien le dire qu'on a fait plusieurs versions, autant de versions que de fois où on est allé présenter les avancées de nos travaux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? En fait, véritablement tout. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir une structure complète de médecine de recherche clinique qui va vous aider à toutes les étapes, du début à la fin. Vous sortez de votre bureau avec la même problématique, on vous donne un sujet,
eh bien, vous savez d'emblée ce que vous allez faire. Vous allez directement voir le médecin responsable de la recherche clinique qui va voir avec vous l'objectif principal de l'étude, les objectifs secondaires et l'hypothèse de l'étude. Il va vous donner directement le fil conducteur pour savoir où vous devez aller. Avant même de sortir de son bureau, il va vous parler avec un langage un peu particulier et des mots bizarres qui permettront à lui et à vous de définir la méthodologie, de définir le type d'étude qui sera fait et le planning pour savoir à peu près le délai dans lequel cette étude va pouvoir être réalisée et être surtout finalisée. Donc vous aurez un cadre qui vous permettra d'emblée de savoir où vous allez sans vous poser de questions. Pour le recueil des données, les choses sont quand même beaucoup plus simples maintenant avec les différentes bases de données des dossiers patients et les registres. Et vous aurez défini avec le médecin de la recherche clinique les différentes données dont vous avez besoin sans aller chercher des données inutiles qui n'apporteront rien à votre étude. Ceci vous permettra, et une fois de plus, vous aurez défini les différentes méthodes statistiques avec le médecin de la recherche clinique. Ceci vous permettra donc d'aller discuter avec le statisticien avec le même langage, ce qui lui permettra de répondre à votre question rapidement et d'aller droit au but sans se disperser. Et enfin pour l'écriture, dès lors que vous avez votre sujet et que vous avez discuté et vu avec votre médecin de la recherche clinique, vous allez définir la revue dans laquelle vous voulez publier votre travail et vous allez tout de suite aller chercher les recommandations aux auteurs qui vous donneront également un canevas et un cadre complet pour l'écriture de votre article. Alors ce qui n'a pas complètement changé, c'est le temps. Le temps déjà, vous avez perdu 1 an pour les futurs docteurs juniors. Vous devez avoir une thèse avant la fin de la 4e année. Alors, quand on reçoit un sujet pour une thèse ou un mémoire au 1er ou 2e semestre, on est plein d'énergie, on est plein d'enthousiasme, on regarde un peu sur PubMed par exemple pour savoir ce qui a été écrit et on se dit je vais faire la même étude en 10 fois plus grand, en 10 fois plus fort et je vise la meilleure publication du siècle et pourquoi pas le prix Nobel. Sauf qu'entre-temps vous avez votre internat avec des journées et des semaines chargées, des formations, des congrès, un conjoint ou une conjointe, un chien, et des week-ends qui sont un peu plus compliqués, un peu plus chargés. Au final, vous avez 6 mois avant de rendre votre article ou votre thèse, un appel où on vous demande t'en es où de ton article. Bon, vous reprenez courage, vous négociez avec la famille pour travailler le soir et les week-ends, et vous vous dites je vais y arriver, j'ai pris un peu de retard, mais il n'y a pas de problème. Mais les choses sont parfois plus compliquées et vous vous demandez pourquoi ça met autant de temps d'avoir les différentes données, les différents résultats. Vous vous demandez pourquoi c'est aussi compliqué et long d'écrire. Et finalement, les deadlines s'approchent. On ne les compte bientôt plus en semaines ou en jours, mais parfois en heures, notamment pour certains mémoires. Et là, vous ne visez plus le podium, mais juste à pouvoir arriver à temps pour finir ce marathon de plus en plus éprouvant. Alors parmi les différentes questions pour vous aider, la première question, ou la plus fréquente, c'est je ne sais pas comment commencer. Je n'ai pas compris l'objectif. Évidemment, on ressort d'un bureau avec un sujet et on n'a pas vraiment compris où le patron ou votre maître de stage voulait en venir. Évidemment, tout de suite, vous allez dans le bureau du médecin de la recherche clinique qui va avec vous et avec votre maître de stage, votre moniteur, définir l'objectif, la question principale et l'hypothèse de l'étude, définir la méthodologie de l'étude. C'est l'étape fondamentale, c'est la première étape par laquelle il faut commencer. Ensuite, vous pouvez aussi dire je ne sais pas où chercher. Bon, là, véritablement, vous avez quand même beaucoup de sources d'informations aujourd'hui qui vous permettent d'avoir des références à jour et de savoir si telle ou telle étude n'a pas déjà été publiée il y a 6 mois, ce qui perdrait un petit peu de son intérêt. Mais également,
vous saurez quelles données aller chercher dans les bases de données et des dossiers patients, car vous l'aurez défini avec le médecin de la recherche clinique. Donc ne commencez pas seul et ne restez jamais seul quand vous avez un sujet pour une publication, un mémoire ou une thèse. La réunion initiale avec le médecin de la recherche clinique et votre moniteur est fondamentale. C'est la base de la qualité de votre étude. C'est ce qui fera la base de la qualité de votre publication et de la facilité pour la publication de votre travail. Vous choisirez la revue et vous aurez surtout un rétro-planning qui vous permettra de savoir dans quel délai vous allez pouvoir réaliser tout ça. Alors une autre remarque qu'on a souvent, c'est je ne sais pas écrire. Alors les erreurs classiques sont de deux types. C'est la page blanche, ou plutôt l'écran blanc. On verra comment y remédier. Ou c'est l'inverse, c'est les collègues qui avaient hésité entre la fac de médecine et la fac de lettres et qui se disent c'est là une belle occasion de pouvoir montrer mes talents de romancier. Alors une fois de plus, vous commencez par regarder ce qui se passe dans la littérature récente, vous sortez les articles et vous lisez tous les articles et vous regardez en fonction de la revue dans laquelle vous voulez publier, quelles sont les recommandations aux auteurs et comment va s'articuler votre manuscrit pour connaître la rédaction de différents paragraphes. Une remarque est importante à ce point, vous allez être tenté de faire du plagiat, car peut-être que vous allez manquer de temps ou que par facilité, vous allez vouloir faire des copier-coller de certaines phrases. C'est absolument interdit et puni par la loi. Les différentes revues ont des logiciels qui permettent de connaître le taux de similitude entre vos phrases et les phrases que vous auriez plagiées. Donc, c'est interdit et absolument hors la loi. Que disent ces recommandations aux auteurs? Par exemple, pour OTSR, pour un mémoire original, l'introduction, c'est très simple. Il n'y a pas à faire des périphrases. Il y a 3 paragraphes. Le premier va énoncer la problématique de votre sujet. Le second va justifier votre étude. Et le troisième va définir les objectifs de votre étude avec l'objectif principal, les objectifs secondaires et l'hypothèse de votre étude. Le chapitre matériel et méthode est le plus important. C'est celui avec lequel vous allez avoir le plus à travailler avec le médecin de la recherche clinique qui va grandement vous aider là-dessus. C'est le paragraphe qu'il faudra le plus détailler et c'est le paragraphe que le correcteur ou le rédacteur ou le reviewer regardera en premier. Donc c'est le paragraphe le plus important et c'est là où vous allez devoir travailler avec le médecin de la recherche clinique qui vous aidera pour la formulation et la rédaction de ce paragraphe. En revanche, les résultats, c'est un paragraphe qui doit être assez succinct. C'est un paragraphe court avec des données claires et concises qui répondent aux questions et uniquement aux questions. Il ne faut pas s'éparpiller dans différents résultats, différents chiffres qui sont illisibles. Il faut faire des tableaux et des figures. C'est comme ça que vos résultats apparaîtront mieux et seront les mieux perçus. Pour la discussion, c'est pareil. Inutile de faire du roman. C'est indigeste et mal vu par le correcteur. Vous avez 3 parties. Le résultat principal, vous savoir si votre hypothèse est confirmée ou non. Ensuite, deuxième paragraphe dans votre discussion, de répondre aux différentes questions posées par votre étude en rapport avec la bibliographie qui fait référence sur le sujet. Et en dernier point, les limites de votre étude. Concernant le style, restez concis, une phrase égale une idée, pas de périphrase, pas de nouveaux résultats dans la discussion. Et si vous devez l'écrire en anglais, écrivez-le en anglais. D'emblée, c'est beaucoup plus simple et plus court. Gardez à l'esprit de faire des articles courts, une phrase, une idée. Quand vous lirez les articles, vous verrez que nos amis anglo-saxons ont cette force d'avoir des sujets et des phrases qui sont très courtes mais très percutantes. Et pareil pour la conclusion, en 3 phrases, le résultat principal de l'étude est l'intérêt ou les problèmes non résolus
Évitez les phrases vagues du style « il faudrait faire une autre étude prospective randomisée pour savoir si cela confirme nos résultats ». Donnez le message principal et même un mauvais résultat ou une absence de résultat reste un résultat. Enfin, il y a vraiment d'autres points difficiles quand on nous dit « je ne sais vraiment pas écrire ». Et de fait, il y a parfois certains problèmes. Alors il y a des solutions simples. Et puis, gardez à l'esprit qu'en tant que correcteur pour des mémoires, des thèses ou des articles, on respecte le travail qu'on a à juger. Alors de grâce, respectez celui qui va vous lire. Il y a des correcteurs d'orthographe, n'envoyez pas des torchons, c'est épouvantable à lire et même si votre travail est très bien réalisé, si c'est bourré de fautes, sincèrement, c'est très compliqué. Au final, pour passer de la question à la publication, vos principaux ennemis, c'est vous et la gestion du temps. Et n'oubliez pas qu'une fois soumis votre article, c'est loin d'être fini. Premièrement, il peut être refusé et il faudra aller voir avec une autre revue. Ou deuxièmement, même s'il est accepté, il y aura peut-être 1, 2, 3 révisions. Et il faut ne jamais rien lâcher pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des articles en souffrance ou qui aboutissent à des articles en jachère dont on ne peut plus rien tirer au bout de quelques années. Vos alliés, ce sont les structures de recherche clinique, vos moniteurs qui vont vous aider à toutes les étapes dès le début. Lisez les recommandations aux auteurs dès le début, c'est là où vous saurez écrire facilement sans avoir le problème de la page blanche. Et puis la SFA a créé SFA Publiforce dans le même but. J'espère vous avoir aidé sur ce sujet. Je vous remercie. Merci donc au professeur Bauer pour cette présentation qui va aider, je pense, beaucoup d'internes à structurer leurs projets en cours et qui pourra, j'espère aussi, leur redonner du courage s'ils en avaient perdu. Et on va passer à la présentation du docteur Thaïs Doutra-Vieira qui va nous donner, elle, ses conseils en tant que directrice scientifique. Bonjour à tous, je m'appelle Thaïs Doutra-Vieira, je suis directrice scientifique au Centre orthopédique Saint-Y à Lyon. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'était une très bonne idée de montrer comment ça se passe l'organisation des étapes en recherche pour que ça soit plus simple et plus faisable. Moi, comme vous, au tout début, on pense qu'on ne va jamais arriver à publier parce qu'en fait, la majorité de nous, on ne sort pas de l'école de médecine avec cette culture de faire des articles. Je profite de cette phrase pour me présenter. Moi, je suis brésilienne. J'ai fait toute ma formation en orthopédie et chirurgie de genou au Brésil. Et en 2016, je suis venue en France pour faire un fellowship avec Bertrand Sonnery-Côté. Et c'était lui qui m'a poussée à écrire des articles, à publier. Et au tout début, je me croyais vraiment stupide parce que je ne maîtrisais pas du tout la façon de réfléchir et comment écrire. Donc, je me disais toujours que j'étais un poisson et que je ne pourrais jamais grimper un arbre parce que je ne suis pas fait pour ça et je ne suis pas un singe. Mais au fait, avec beaucoup de boulot, on peut grimper sans problème. Je me demandais comment je pouvais vous expliquer d'où viennent les idées pour faire des articles. Et pour cela, je suis allée à la source, j'ai demandé aux fellows d'où sont venues les idées pour les derniers articles qu'ils sont en train d'écrire. Et là, j'ai eu 3 exemples. Le premier, c'était un jour au bloc, où ils ont vu une type différente de lésion de la rampe du ménisque interne. Là, tout de suite, ils sont allés vers la littérature pour comparer cette rampe avec des autres rampes qui étaient déjà décrites. Et là, ils sont en train de sortir une nouvelle technique pour cette nouvelle lésion qu'ils appellent belt lesion. À une autre occasion, ils étaient en train de discuter au bloc sur la malposition des boutons sur la corticale fémorale dans la reconstruction de LCA. Et là, ils ont trouvé dans la littérature un article qui disait qu'il fallait faire un contrôle radiographique péropératoire pour voir la position du bouton. Alors qu'au bloc, ils faisaient un simple contrôle arthroscopique de la gouttière latérale. Et là, une série de cas est préparée pour démontrer cette solution plus simple. Il y a eu aussi un article publié en 2017 de Santi qui a fait une polémique parce qu'il comparait 3 techniques pour la reconstruction de LCA. Cet article a été durement critiqué dans les congrès partout dans le monde, ce qui a incité l'équipe à lancer une étude prospective randomisée sur laquelle les fellows travaillent encore.
Si je pouvais vous donner un conseil, juste un conseil, je vous dirais tout de suite, commencez par le plus simple. Comme j'avais dit, j'ai commencé comme un poisson rouge avec ma note technique tranquille et petit à petit, j'ai évolué dans cette échelle de le plus simple au plus compliqué. Mais ce que je vois des fois, c'est les internes qui n'ont jamais publié et ils arrivent un peu trop enthousiastes avec ces idées pour faire une review systématique, une méta-analyse. Et là, je vous rassure, le risque d'abandonner le projet, de ne pas finir à temps ou même de plus jamais publier dans la vie est très important. Donc, je vous dis, commencez par le plus simple. C'est déjà beaucoup de boulot. Et c'est beaucoup de boulot parce que c'est un travail de tous les jours. Ça ne sert à rien de commencer aujourd'hui, s'arrêter et après, dans un mois, revenir dans les sujets parce que là, vous êtes perdu. Il faut avoir une bibliothèque très actualisée. Il faut savoir poser de bonnes questions et ça, c'est de l'entraînement. Il faut savoir répondre objectivement à ces questions aussi. Et ça, tout ça, c'est de l'entraînement et ça ne sert à rien de s'arrêter parce que là, on perd de temps. Et après avoir une idée, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec cette idée. Qu'est-ce que vous voulez étudier? Vous pouvez faire des études descriptives, chercher des facteurs de risque, comparer deux techniques, évaluer les scores, faire une analyse de survie. Il y a plein de possibilités. Il est important d'examiner la littérature pour voir ce qui a été déjà publié sur ces sujets et comment vous pouvez changer l'angle d'attaque de votre étude pour que ça soit intéressant. Et sans oublier qu'il doit surtout avoir un intérêt clinique. Maintenant que vous savez ce que vous voulez faire, la question est comment? Ce sera une étude rétrospective, prospective. Vous allez ajouter des traitements qui ne font pas partie de la pratique courante. Tout ça va nous guider dans les sens juridiques de la recherche. Avec la loi Jardé, dès que l'on sort de la pratique courante, on doit passer par un comité de protection des personnes, ce qui est un processus très long jusqu'à la publication. Si on reste dans la pratique courante, ça suffira d'avoir l'accord du comité d'éthique, ce qu'on appelle le IRB, International Review Board. Un autre aspect très important au début, c'est de définir comment vous voulez mesurer ce que vous étudiez. Ça, c'est le critère de jugement principal. C'est avec lui qu'on va faire la mesure dans notre étude. Ça peut être un score, le taux de complication, le taux de révision, le délai de reprise du sport. C'est sur les critères de jugement principal qu'on va s'appuyer pour répondre à la question initiale. Maintenant que vous savez un peu ce qui se passe dans la pré-étude, je vais commencer à parler de la partie rédactionnelle. Et pour ça, je voulais citer cet article, c'est très intéressant. Ils ont pris 3 éditeurs des journaux très ciblés par nous les orthopédistes, où les 3 éditeurs ils répondent à des questions sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'aimerais commencer par rappeler mon conseil précédent. Concentrez-vous sur le simple. La moitié des études en orthopédie sont des séries de cas. C'est très rare et très difficile de faire des essais contrôlés randomisés. En orthopédie, on va s'appuyer surtout sur les séries de cas qui sont très bien faits. Donc, concentrez-vous sur le simple et bien fait. Le titre, c'est un des moments le plus décisifs de l'étude, c'est de trouver un titre. Ça sera la publicité de votre étude. En général, il y a 3 façons de le faire. Il y a le titre descriptif, c'est qu'ils appellent le MI style, où on dit qu'est-ce qu'on a fait. Il y a le titre déclaratif, où on dit qu'est-ce qu'on a trouvé. Il y a aussi le titre interrogatif, où on présente la question initiale. Et là, vous verrez dans les réponses des éditeurs que les titres préférés sont les titres courts et succincts. Ils sont jamais trop longs. On continue dans la séquence, maintenant l'abstract. Cependant, chronologiquement, l'abstract il est fait en dernier, ce qui ne doit pas être considéré comme sans importance. L'abstract il est très important. N'oubliez pas, la grande majorité ne lira que l'abstract. En général, il est composé de 4 parties
Background, Methods, Results, Conclusion. Et ici, il faut être très objectif et montrer ce qui est important pour notre étude. Pour les abstracts, comme pour les titres, la préférence des éditeurs, c'est des abstracts courts et directs. On passe à l'introduction. Une fois de plus, une bibliothèque actualisée est super important. La tendance actuelle, ce sont des introductions très courtes et directes. Basiquement, on dit ce qui a été déjà décrit et ce qui manque dans la littérature. Le dernier paragraphe est toujours l'objectif suivi par l'hypothèse. L'objectif, ce sera toujours un verbe. Évaluer, comparer, décrire. Il sera toujours lié au critère de jugement principal. Et l'hypothèse, c'est ce que vous attendez comme résultat principal. Et voici les préférences de nos éditeurs pour l'introduction. Vous verrez que le titre, l'abstract, l'introduction et les résultats sont les parties où ils disent que nous devons être directs et précis. Il est important de montrer dans l'introduction pourquoi votre étude est pertinente et nécessaire dans la littérature. La méthodologie. Ici, vous présentez la recette de votre étude. C'est un texte technique qui doit permettre à d'autres auteurs de reproduire votre analyse. La plupart des études doivent présenter la méthodologie. Les revues systématiques et les méta-analyses ont les guidelines spécifiques comme les Prisma et ils sont enregistrés sur Prospero. Je parlerai plus en détail de la méthodologie liée aux études des cohortes, séries de cas et cas témoins. N'oubliez pas, c'est un texte technique, donc pas de place pour subjectivité. Le premier paragraphe, c'est la définition de votre population cible, avec la période d'inclusion, critères d'inclusion et non-inclusion. C'est important ici de citer les données concernant la réglementation de l'étude, telles que le numéro de l'IRB et l'existence d'un consentement signé par le patient. Aussi, dans la méthodologie, si votre étude implique une chirurgie, vous devez décrire la technique dans cette partie, ainsi que le suivi post-opératoire et la rééducation. Vous devez présenter les dates importantes et indiquer à quel moment les scores, les tests ou les examens ont été appliqués. Tous les critères d'évaluation doivent être validés scientifiquement et leur référence doit les accompagner dans le texte. Comme j'avais dit, il faut préciser le moment où ces critères ont été analysés. On doit également définir objectivement les termes comme healing, notching, failure, instability, en disant sur lesquels groupes d'IRM ou sur lesquelles incidences de radio ils étaient trouvés. Le dernier paragraphe de la méthodologie, c'est super important, c'est le paragraphe statistique. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent aux orthopédistes de faire leur propre analyse. Mais avec le temps, en faisant beaucoup d'échanges avec les statisticiens, j'ai bien compris que nous ne sommes pas préparés à cela. Et que l'obsession de l'orthopédiste, c'est le valeur P, n'est pas toujours une vérité absolue. Je veux ici souligner l'importance des statisticiens dans nos études. Il existe une infinité de tests, des tests qui contiennent des informations implicites, des tests qui ne peuvent pas être appliqués à certaines variables, une série de détails que nous ne sommes pas capables comme médecins de le faire au niveau scientifique. C'est pour ça qu'on a besoin tout le temps d'échanger avec les statisticiens. Et voilà, encore une fois, nos éditeurs. Vous verrez que c'est la première fois qu'ils disent qu'il faut être très très détaillé. C'est la méthodologie. Ils disent compréhensif, méticuleux, chronologique, méticuleux encore. Donc c'est ici où il faut être très très détaillé. Techniquement détaillé. Pas de place pour subjectivité, opinion, hypothèse. C'est un texte technique détaillé. Ensuite, les résultats. Et ici, je veux souligner le mot tableau. C'est aussi un texte technique, donc pas de place pour les hypothèses ou les opinions.
je préfère toujours commencer par un tableau démographique avec les données relatives à ma population, l'âge, le sexe, le temps de suivi. Tous les tableaux doivent être complets et comporter les légendes pour chaque valeur présentée, ce pourcentage, moyenne, écart type. Et les résultats les plus importants peuvent être également cités sous les formes de texte. Les graphiques sont un bon outil, ils permettent une lecture rapide des résultats. Les légendes doivent être très détaillées. N'oubliez pas que les graphiques doivent apporter des informations visuelles. Des graphiques comme ceux présentés à gauche n'apportent rien à l'étude et peuvent même faire confusion. L'idéal, ce sont des graphiques comme ceux à droite, où on peut comprendre qu'une technique est supérieure à l'autre, simplement en regardant l'image. Et voilà, une fois de plus, nos éditeurs ils préfèrent un texte tout court pour les résultats. Ils donnent préférence au tableau et au graphique. La discussion. C'est ici où la plupart des gens se perdent. Ils commencent à parler des choses qui n'ont jamais été mentionnées dans le texte, des sujets qui n'ont pas été abordés dans le texte. Un conseil ici pour vous, c'est ne racontez pas votre vie, tenez au résultat. Le premier paragraphe sera toujours le résultat principal, c'est-à-dire la réponse à vos objectifs. Les paragraphes suivants, vous comparez de manière organisée chaque résultat d'intérêt clinique avec la littérature, de manière organisée, avec un maximum de 4-5 paragraphes. Enfin, vous devez exposer les limites de l'étude. En étant honnête dans cette partie du texte, vous pouvez plaire ou déplaire moins aux réviseurs. Et enfin, la conclusion, elle doit être un paragraphe direct qui répond à l'objectif principal et ferme l'étude. Et voici, pour la dernière fois, nos éditeurs, ce qu'ils trouvent important dans la discussion. J'aime beaucoup cette réponse. You don't need to tell the readers everything you know. Ça veut dire beaucoup de choses, comme j'avais dit avant. Ne racontez pas votre vie, tenez au résultat. Il faut aussi commencer par le résultat principal. C'est important de comparer avec la littérature. Et aussi, ce qu'ils trouvent super important, c'est de bien exposer les limites de votre étude. Et finalement, pour la fin de votre étude, j'ai quelques outils qui peuvent être intéressants. Les 2 premiers sites internet, ils donnent des suggestions de journal plus adaptés à votre étude. Le 3e site internet, il fait un ranking de journaux. Comme ça, vous pouvez faire une listing des priorités pour la soumission. Et le dernier site, j'utilise beaucoup pour corriger l'anglais et éditer l'article. Attendez, ce n'est pas encore fini. Il y a encore les révisions et les révisions sont souvent très frustrantes, mais vous devez les considérer comme un moyen d'améliorer votre article. Soyez poli dans vos réponses et si vous n'êtes pas d'accord avec la critique, préparez des bons arguments. Et si votre article est finalement refusé, profitez de la révision pour l'améliorer et suivez votre liste des priorités pour soumettre votre article à un autre journal. Ça y est, vous avez réussi. Après l'acceptation, il y a encore des petites corrections techniques à faire dans les textes, ça s'appelle proof. Mais c'est fini. Maintenant, félicitations, il n'y a plus qu'à attendre pour taper vos noms sur PubMed. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thaïs pour ce topo très didactique. Tu vas, je pense, beaucoup nous aider. Donc maintenant, on va laisser la parole au docteur Thomas Cucurulo. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bravo pour l'organisation de ces JGA. Bonjour à tous et bravo à Thaïs et Thomas pour leur présentation très claire. Effectivement, il y a quelque chose qui a manifestement changé par rapport aux dernières années, c'est l'irruption de la loi dans toutes ces études. Ça, c'est la première chose, bien voir dans quel cadre juridique se place l'étude. Vous avez bien souligné tous les deux que la rédaction médicale, c'était avant tout une technique qui s'apprend,
qu'avant de se lancer dans toute cette rédaction médicale, il fallait s'aider d'un senior pour essayer de faire des textes pas trop longs, une bonne organisation du texte, et puis j'insiste aussi sur la responsabilité des auteurs et ne pas soumettre un article dans son coin sans prévenir tous les co-auteurs, et éviter évidemment tout ce qui est double soumission, double publication, qui est strictement interdit. Alors moi j'ai une première question d'abord pour Thaïs, savoir, tu as souligné l'importance des statisticiens, ça c'est vraiment le problème pour tous les internes, pour ceux qui cherchent à publier. Est-ce que réellement on ne peut pas se passer d'un statisticien, comme tu sembles le soumettre dans ton topo, et je comprends l'importance de ça. Est-ce que vraiment les sites aujourd'hui qui sont proposés pour refaire ces statistiques, est-ce qu'on peut faire ces statistiques dans son coin, ou est-ce qu'on est obligé d'avoir un statisticien, ce qui implique aussi un coût s'il n'y a pas de structure organisée? Ton micro, Thaïs, ton micro. Pardon? Oui, ton micro. C'est bon? Moi, je peux parler un peu parce que j'ai déjà essayé, pendant le premier confinement, j'ai essayé beaucoup de sites internet de stats. Et en fait, on n'a pas vraiment on ne sait pas vraiment si on peut comparer telle variable, quel test ça peut être appliqué, si c'est une variable continue, si dans les modèles, il est implicite le facteur temps. Déjà, c'est des choses qu'on n'a pas la formation pour le faire. Donc, oui, je pense, pour les études descriptives, des choses simples, on peut le faire. Mais après, pour les facteurs de risque, des choses plus complexes, les courbes de survie, des choses comme ça, il y a trop de choses implicites, techniques, à mon avis, qu'on n'a pas la technique de le faire comme médecin. Parfait, merci beaucoup. Donc, moi, j'avais aussi une question pour Thaïs. Donc, c'est vrai qu'un des retours qu'on a quand on est interne, c'est un peu le côté fastidieux d'un travail scientifique, parce qu'on est souvent seul pour la revue des données, la rédaction, la conception du travail, et parfois on se sent un peu isolé et ça peut être un peu décourageant. Donc, je sais que la possibilité de travailler à plusieurs, avec des cours internes, des co-fellows, peu importe, sur un travail, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution? Et comment est-ce qu'on peut s'organiser au mieux pour avoir un travail qui est cohérent, malgré le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent sur le même sujet en même temps? Donc oui, bien sûr que c'est bien de travailler en équipe, comme ça on a plusieurs personnes qui ont des points de vue différents et aussi des compétences qui sont différentes. Donc ça aide beaucoup d'échanger tout le temps. Et la deuxième question, c'était quoi, Sylvain, que tu m'avais dit? C'était comment est-ce qu'on peut s'organiser pour avoir un travail qui reste cohérent, malgré le fait que, par exemple, l'un fasse l'intro, l'autre fasse la discussion. Oui. Donc, moi, je pense que la solution, c'est toujours anticiper les problèmes. Donc, déjà, quand on travaille en équipe, il faut faire un biblio d'avant pour voir qu'est-ce qui c'est pertinent de le faire. Et après, discuter toujours pour que, comme ça, on ne se perd pas à faire des allers-retours après avec les statisticiens. Donc, c'est toujours d'anticiper les problèmes en équipe. Parce que là, on a différents points de vue et des compétences différentes. Donc là, je pense que c'est très important de travailler en équipe. Parfait. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question pour monsieur. Juste, voilà, on sait que les internes, on se forme quand même le plus souvent un peu sur le tas quand on passe dans des services ou dans des structures qui sont habituées à publier. J'ai vu que vous aviez évoqué le projet Publiforce au sein de la SFA. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et en quoi ça pourrait aider les internes à l'avenir? Et vraiment en 2 mots après, est-ce que voilà, il y a des orientations que l'université pourrait prendre pour améliorer ça? Voilà. Merci Charles, et puis bravo pour ces JJA qui sont très très bien organisés. Bravo Thaïs pour ton topo que j'ai adoré. J'espère qu'on n'a pas fait trop de copier-coller ensemble. En pratique, je vais répondre aux 2 questions en même temps parce que ce projet SFA Publiforce, qui est un projet qui n'est pas encore totalement abouti, qui a émergé de Bertrand Sonricotet et Étienne Cavaignac, c'est justement pour l'émulation de la publication et de la recherche clinique, parce qu'on sent bien que les choses ont changé. Il y a une professionnalisation des médecins de recherche clinique et ça nous aide énormément
pour vous, c'est fondamental. Et ce que fait Thaïs, si vous passez pas par le médecin de recherche clinique, vous pouvez plus publier aujourd'hui. C'est plus possible de publier dans son coin. Voilà, c'est même pas la peine d'aller chercher un statisticien si vous n'avez pas de médecin de recherche clinique qui fait la méthodologie et tout ça. Avec les lois, c'est impossible. Alors, c'est pas qu'une aide à la publication, SFA Publiforce, c'est une réflexion plus globale, justement sur l'émulation de la recherche clinique et de la publication. Sur l'état des lieux des publications, tu as fait un travail, et puis le CJO aussi ont fait un travail sur le taux de publication après les communications dans les congrès, hein, qui est de moins de 50%, si je me trompe pas, qui est à peu près partout le même dans le monde, mais on voit bien qu'il y a probablement des choses encore à améliorer. Et puis, il faut aider les gens qui ont envie de publier, mais qui sont un peu isolés. Alors, c'est pas qu'une aide, c'est aussi une reconnaissance administrative et financière. En Suisse, c'est reconnu, en France, ça l'est toujours pas. Et alors, c'est pour que les gens du privé, du public, isolés, jeunes, vieux, puissent, s'ils ont envie de travailler, puissent avoir les outils pour travailler. Donc, cette réflexion, c'est Bertrand et Étienne Cavignac qui vont l'amener avec Philippe Beaufils, Philippe Colombet et Gilles Valch. Alors après, sur les questions du CHU ou des structures privées, en fait, voilà, ce qu'il faut bien retenir, et Thaïs l'a très bien dit, c'est dès lors que vous commencez à publier, arrêtez jamais. Enfin, si vous arrêtez pendant 3 semaines ou un mois, vous repartez à zéro. Les publications, faut reprendre votre biblio et vous perdez du temps et puis de l'énergie. Sur la question de travailler en équipe, faites très attention parce qu'à la fin, il y a quand même qui est-ce qui est en premier auteur, deuxième auteur et à qui ça sert. Donc ça, faut quand même bien donner les règles du jeu dès le début. Et puis ensuite, est-ce qu'on est mieux loti à l'université, enfin au CHU que dans les structures privées? Je devrais pas le dire, mais les unités de recherche clinique ne nous aident pas du tout. Donc, on trouve tous des moyens pour faire en sorte que nos activités de recherche clinique puissent avancer. Vous êtes chez Alexandre Hardy, il pourra vous le dire. C'est avec Alexandre Hardy qu'on travaille à l'hôpital pour faire progresser la recherche clinique. L'assistance publique et les universités ne nous aident pas vraiment parce que manifestement, les orthopédistes, ça n'intéresse pas les universitaires pour les publications. C'est bien dommage, mais on doit tous trouver les moyens et aujourd'hui, vous avez les médecins de recherche clinique dans chaque structure, chaque établissement qui vous aident et c'est un partenariat privilégié. C'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce que Dr. Cucolo, vous avez encore une question? Non, je voulais vraiment tous vous féliciter pour ce topo. C'est vrai que la recherche clinique, c'est vraiment devenu une spécialisation et Thaïs est bien là pour le prouver. Effectivement, comme dit Thomas, on ne peut plus faire de la publication tout seul dans son coin. On avait pu le faire par le passé et que c'est vraiment devenu quelque chose de très spécifique. Donc, on espère effectivement que dans les universités, la recherche clinique va effectivement soutenir un peu les orthopédistes pour toutes les recherches. Merci et bravo à nos deux orateurs et aux organisateurs. Parfait. Merci beaucoup. Bravo pour l'organisation. Merci beaucoup à tous les trois pour votre présence avec les jeunes ce matin. Donc, on va maintenant conclure la session consacrée au monde supérieur et à la science de cette matinée. Donc, on remercie à tous pour votre présence et aussi aux orateurs, bien sûr, et aux modérateurs qui ont participé. Donc, maintenant, nous allons faire une petite pause déjeuner. La session membre inférieur va recommencer à 13h30. Mais restez bien connectés parce que nous allons maintenant présenter quelques projets qui nous tiennent à cœur pour les SFA Junior. Et bon appétit à tous.